Vous savez sûrement que le Japon possède la plus grande population de centenaires au monde. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est qu'il est aussi le pays où l'on trouve les entreprises les plus anciennes du monde, dont la longévité se compte cette fois en siècles. Elles sont en effet plusieurs milliers à avoir dépassé les 200 ans d'existence. Et pas qu'un peu, certaines ont plus de 1000 ans. Et oui, elles sont plusieurs dans ce cas. Mais la palme revient sans conteste à celle dont nous allons aujourd'hui retracer le parcours hors du commun, une entreprise du nom de Kongo Gumi. Minasan, bienvenue dans le Japon de Doc Japan. Dans notre monde occidental, on considère souvent qu'une entreprise est ancienne lorsqu'elle dépasse les 20 ans d'existence. Pourtant, aux États-Unis par exemple, ça ne représente que 25% de l'ensemble des sociétés. Alors, dépasser les 100 ans, dans nos contrées, ça tient vraiment de l'exploit. Alors attention, je ne dis pas que ça n'existe pas. Certaines entreprises, européennes notamment, ont elles aussi une longévité extraordinaire. Mais elles se comptent sur les doigts de la main. Allez, des deux mains. Au Japon, cependant, rien de plus normal pour une entreprise familiale que de perdurer dans le temps. Et à ce jour, c'est la société Kongo Gumi, une entreprise de menuiserie, qui détient le record. Car même si elle a malheureusement dû déposer le bilan en 2006, elle aura au final dépassé les 1400 ans d'existence. Et ça méritait bien un coup de projecteur sur son histoire. Impossible d'évoquer la création de Kongo Gumi sans parler du prince Shotoku, un personnage historique majeur du Japon et dont nous reparlerons forcément un jour dans une future vidéo. Pour résumer en 2 mots, il est encore considéré par beaucoup comme le Bouddha du Japon. Oui, rien que ça, une incarnation de Bouddha, ou de la déesse Kannon selon certains. Enfin, dans tous les cas, ça reste un personnage doté d'une aura divine. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Mais outre ce culte dont il est l'objet, Shotoku fut avant tout un politicien et un gouvernant, qui fut notamment à l'origine de ce qui est considéré comme la toute première constitution du Japon et la première constitution au monde. En 593, il décide de faire construire un temple en l'honneur des Shitenno, les 4 dieux gardiens des horizons, afin de les remercier pour sa victoire sur le clan Mononobe. Ce sera le temple Shitennoji, édifié dans la province de Naniwa, qui correspond aujourd'hui à la ville d'Osaka. Pour bâtir ce temple, Shotoku fait appel à une petite entreprise familiale créée en 578 de l'autre côté de la mer du Japon, le pays désolé pour la prononciation, bref, c'est ce qui est aujourd'hui la Corée. Cette entreprise, c'est celle de la famille Kongo. Shotoku fait venir au Japon 3 de leurs artisans, dont Shigemitsu Kongo, qui fondera la première génération du clan Kongo. Ils bâtiront ainsi le temple Shitennoji, le plus ancien temple officiellement administré au Japon. Mais une fois la construction achevée, Shigemitsu choisira de rester au Japon afin de protéger et entretenir son œuvre. Kongo Gumi était né. Au départ, Shigemitsu et son équipe n'ont construit qu'un cloître et un auditorium, tel que le souhaitait le prince. Le temple en lui-même n'a été achevé que bien plus tard, au début de la période Nara, au 8e siècle. Évidemment, ni Shotoku ni Shigemitsu n'étaient plus là pour le voir, mais c'est néanmoins Kongo Gumi qui a achevé la construction, pour laquelle pas moins de 3 générations de Kongo se sont succédées. Pas très étonnant qu'après un tel investissement familial, il se soit ensuite fait un devoir de continuer d'entretenir le temple de génération en génération. Le temple Shitennoji a ainsi traversé les siècles jusqu'à nous, malgré plusieurs incendies et destructions comme nous allons le voir. Les bâtiments les plus anciens sont cependant toujours debout, et on raconte qu'il s'agit là des constructions en bois les plus anciennes, toujours en usage dans le monde. L'entreprise Kongo Gumi, elle, ne s'est pas contentée de l'entretien du Shitennoji. Elle est devenue une entreprise de menuiserie réputée et spécialisée dans l'édification de temples et bâtiments importants dans tout le Japon. On lui doit notamment la construction du château d'Osaka ou encore du temple Horyuji à Nara.
Naturellement, vu la longévité de l'entreprise, vous vous doutez bien que son existence n'aura pas toujours été un long fleuve tranquille. Rien que le temple Shitennoji, qui est en quelque sorte la pierre angulaire de Kongogumi, n'a pas été épargné par l'histoire mouvementée du pays. Néanmoins, il faudra attendre pas loin de 1000 ans avant qu'il ne soit détruit par le feu une première fois, en 1576 pour être précis, soit durant la période que l'on appelle Sengoku, c'est-à-dire l'époque des provinces en guerre. Et attention, j'ai bien dit Sengoku, pas Songoku, et encore moins Sangoku. Ceci étant dit, je vais faire un petit aparté car la période Sengoku est sans doute l'une des plus passionnantes et les plus riches de l'histoire japonaise, bien qu'elle ne dure que 150 ans. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous la narrer ici parce que même en résumé, la vidéo durerait des heures. Sachez que lorsque l'on évoquera l'histoire du pays, en tout cas, j'ai bien l'intention de faire toute une série de vidéos sur le sujet, tant il y a de choses à dire là-dessus. En attendant, si vous le permettez, je vais juste en évoquer certains faits afin de replacer cet événement dans son contexte historique. La période Sengoku est une période de guerre civile, de laquelle émergent 3 grands personnages qui cherchent à unifier le pays. Nobunaga Oda, Hideyoshi Toyotomi et Ieyasu Tokugawa. Le premier d'entre eux, Nobunaga, sera entre autres confronté à une secte de moines fanatiques, les Ikoiki, qui l'assiégera dans leur forteresse d'Ishiyama Honganji durant 10 ans, de 1570 à 1580. Forteresse située alors aux abords de ce qui est aujourd'hui le château d'Osaka. C'est pendant ce long siège qu'auront lieu plusieurs batailles, dont celle de Kizugawaguchi en 1576. Vous l'avez compris, c'est à l'occasion de cette bataille, la première en fait parce qu'une seconde bataille aura lieu au même endroit 2 ans plus tard, que le temple Shitennoji sera incendié. Quelques années plus tard, en 1597, alors que la période Sengoku touche à sa fin, Hideyoshi Toyotomi, le second des 3 unificateurs, fait reconstruire le temple. Pour ce faire, il fait naturellement appel à Kongogumi. Le temple est donc bâti à l'identique de ce qu'il était 1000 ans auparavant. Mais les ennuis de ce temple durant le Sengoku ne s'arrêtent pas là, car à la toute fin de cette période, il est incendié à nouveau en 1614 pendant ce que l'on a appelé la campagne d'hiver d'Osaka. Alors j'entrerai pas dans les détails, mais sachez que ça marque pour ainsi dire la fin de la guerre civile et le début de l'ère Edo. D'ailleurs, Tokugawa, 3e unificateur, ordonne que le temple soit reconstruit peu de temps après l'incendie. Cette mission est alors confiée, je vous le donne en 1000, à Kongogumi. En la personne de son chef de famille, Korenori, il s'agit de la 25e génération. Un peu plus de 2 siècles plus tard, vers la fin de l'ère Edo, en 1842, un autre Tokugawa, seigneur de la ville de Mito, dans la préfecture d'Ibaraki, au nord-est de Tokyo, crée le jardin Kairakuen, qui est à ce jour l'un des 3 plus grands jardins publics du Japon, avec le Kenrokuen de Kanazawa et le Korakuen à Okayama. Dans ce jardin, il fait bâtir par Kongogumi un Kobuntei, une maison de thé japonaise. Celle-ci sera également détruite à 2 reprises par des incendies, en 1958 puis en 1972, et à chaque fois, Kongogumi répondra présent pour la restaurer à l'identique. Jusqu'ici, les quelques déboires de Kongogumi concernaient essentiellement les bâtiments construits par l'entreprise, comme les incendies qui ont ravagé le temple Shitennoji par exemple. Mais en 1868, l'ère Edo prend fin. C'est le début de l'ère Meiji et des grands changements qui l'accompagnent. Pour Kongogumi, c'est un peu le début de la fin. Durant l'ère Meiji, le Japon se modernise et entre enfin dans l'ère industrielle. Il faut dire que sous le règne des Tokugawa, le pays sera resté dans un régime quasi féodal pendant plus de 200 ans après la fin des guerres civiles du Sengoku. Et surtout, les shoguns successifs auront maintenu un isolationnisme érigé pratiquement en doctrine. La nouvelle ère qui s'ouvre avec l'empereur Meiji souhaite non seulement que le Japon s'ouvre au monde, mais également faire table rase du passé qu'elle considère comme archaïque. Tout cela, bien sûr, n'est pas sans conséquence pour l'ensemble des Japonais. Et Kongogumi ne fait pas exception à la règle. Depuis le départ et jusqu'à la fin de la période Edo, la famille Kongo constituait les charpentiers attitrés du temple Shitennoji et, à ce titre, percevait chaque année une allocation fixe. Mais avec l'ère Meiji,
tout va changer. Dès 1868, un décret est signé ordonnant la séparation des religions shintoïstes et bouddhistes, ce qui fera perdre à Kongogumi son temple emblématique. Et avec lui forcément son allocation annuelle. C'est ainsi que commencent les ennuis du clan Kongo. Bien entendu, l'entreprise réagit et étend alors son savoir-faire à d'autres temples et sanctuaires à travers tout le pays. Avec le passage à l'ère Showa en 1926, les choses auraient pu en rester là et Kongogumi pouvait continuer à prospérer. Malheureusement, l'entreprise connaîtra alors des difficultés internes. Car si la famille Kongo est depuis fort longtemps passée maître dans le travail du bois, il n'en est pas de même pour ce qui est de s'adapter aux nouvelles contraintes économiques et commerciales. Jiichi Kongo, chef du clan de la 37e génération, était ainsi considéré comme l'un des meilleurs artisans que l'entreprise ait jamais connu. Revers de la médaille, tout passionné qu'il était par sa tâche, il ne se souciait guère des questions commerciales, ce qui mit l'entreprise en grande difficulté. Et lorsque le malheureux Jiichi se rend compte de la situation en 1932, il choisit de se rendre sur la tombe de ses ancêtres Kongo pour s'excuser et se suicider. Et oui, on connaît tous le sens profond de l'honneur qu'ont les Japonais et jusqu'où cela peut parfois les conduire. C'est alors Yoshie, la femme de Jiichi, qui lui succède en tant que 38e chef de clan, devenant ainsi la première femme maître d'œuvre dans l'histoire de l'entreprise. Son abnégation et sa détermination finissent par venir à bout des difficultés et à sauver Kongogumi. 2 ans après le suicide de Jiichi, le temple Shitennoji connaît un nouvel avatar puisque la pagode à 5 étages s'effondre suite au passage du typhon Muroto. L'entreprise se voit naturellement chargée de la reconstruction. Avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, les travaux sur les temples et sanctuaires cessent et l'entreprise se retrouve à nouveau en difficulté. Elle manque même de devoir fusionner avec une autre société. Mais c'est sans compter Yoshie qui a plus d'un tour dans son sac et qui parvient une nouvelle fois à sauver les meubles, de justesse, en faisant fabriquer par Kongogumi des boîtes en bois à usage militaire. Pas folle la guêpe. Dans le Japon d'après-guerre, le terme reconstruction prend tout son sens et l'entreprise est très sollicitée, d'autant qu'aux destructions dues au conflit, il faut toujours ajouter les typhons et les tremblements de terre. Toshitaka Kongo, chef de clan de la 39e génération, modernise alors l'entreprise, laquelle devient une société de BTP qui ne se limite plus aux seuls temples et sanctuaires, mais à toute construction traditionnelle. Au bois, qui reste le matériau de base, vient s'ajouter le béton armé, notamment en raison de ses qualités en matière de protection contre les incendies et prévention des catastrophes. Kongogumi est l'une des premières entreprises à construire des temples et des sanctuaires mêlant ces deux méthodes de construction. C'est le cas notamment du Kenkohan à Osaka, où le savoir-faire de Kongogumi montre qu'il est possible de conserver l'élégance de l'architecture japonaise, même en utilisant du béton armé. Avec tout ça, on peut se dire que Kongogumi a toujours su s'adapter et se sortir des mauvaises passes. Mais ce ne sera hélas pas toujours le cas, car la société subira le contre-coup de la bulle immobilière qu'a connue le Japon dans les années 80 et ne s'en remettra pas. Elle a dû finalement déposer le bilan en janvier 2006 et ses actifs ont été rachetés par Takamatsu Corporation. La société comptait alors 120 charpentiers de sanctuaires qui continuent de travailler pour Takamatsu. Sachez aussi que les 40 générations qui se sont succédées ont toutes été au fil du temps répertoriées sur un rouleau de parchemin de plus de 3 mètres de long. Si vous trouvez ça hors du commun, alors attendez un instant parce que je ne peux pas conclure sans vous parler du rituel de la hache. Le 11 janvier de chaque année se déroule au temple Shitennoji une cérémonie unique, appelée Chonna Hajime. Littéralement, on pourrait traduire ça par le commencement de la hachette. Mais il s'agit en fait d'une cérémonie très ancienne qui marque le début de l'année de travail pour les charpentiers. Et c'est un véritable honneur pour le chef de famille Kongo d'être autorisé à y assister en tant que représentant de ceux qui ont édifié ce temple 1400 ans plus tôt. Si Kongogumi détient toujours le record du monde de longévité pour une entreprise, avec ses 1428 ans quand même, elle n'est pourtant pas la seule compagnie japonaise à avoir franchi le cap du millénaire. Et les domaines de compétences sont assez variés. Par exemple, il y a la société de machinerie industrielle Tech Kaihatsu, qui a été fondée en 760
Bon, là, je pense qu'il a quand même dû y avoir une certaine évolution depuis le départ, hein. On a la société Genda Shigyo, qui fabrique des sacs en papier, qui a été fondée, elle, en 771. Tanaka Iga Butsugen, qui existe depuis l'an 885 et qui produit des biens à connotation religieuse. Et pour revenir au BTP, la société Nakamura Shaji, elle, fut fondée en 970. Mais ce sont les hôtels qui détiennent la palme et qui un jour détrôneront sans doute Kongogumi. Vous l'aurez compris, lorsqu'on parle d'hôtel, ici on parle de ryokan, d'auberges traditionnelles familiales, dont la gestion se transmet de génération en génération. Les plus connus et les plus anciens sont le Hoshi Ryokan à Komatsu, dans la préfecture d'Ishikawa, une ville située sur les bords de la mer du Japon, tout au nord de Nagoya, et qui compte à ce jour 1304 ans au compteur. Et le Nishiyama Onsen Keiunkan, bien caché dans le plus petit village du pays, Hayakawa, dans les montagnes à l'ouest de Tokyo, et qui affiche quant à lui l'âge vénérable de 1316 ans. Avec le dépôt de bilan de Kongogumi, c'est donc ce charmant ryokan qui un jour finira par détenir le record du monde de la plus ancienne entreprise. Rendez-vous dans un peu plus d'un siècle. Mais en attendant, pour l'anecdote, si vous souhaitez passer une nuit dans le plus vieil hôtel du monde, sachez qu'il vous en coûtera la bagatelle de 400 € environ. Eh oui, la qualité et l'ancienneté se payent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce d'encouragement, de partager la vidéo, de laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, et de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur le Japon. Matane!